Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'investissement sur l'IA. On parle énormément d'NVIDIA, bien évidemment, et on parle de plus en plus, ça va faire maintenant peut-être presque 2 ans qu'on parle de la bulle de l'IA. On va donc regarder les fondamentaux de l'IA, et on va voir en quoi on est peut-être en train d'assister à un changement de paradigme. Alors, le problème auquel on fait face, c'est la surcapitalisation énorme et jamais vue qui s'opère sur des actions comme Nvidia. Nvidia a atteint 5000 milliards de capitalisation en 2025. Ça n'était jamais arrivé qu'une société puisse être autant capitalisée. C'est absolument phénoménal. Pour avoir un ordre d'idée, le PIB de la France, c'est un peu plus de 3000 milliards sur une année. Donc Nvidia vaut plus que la richesse produite par la France en une année. Juste pour avoir une idée. Une société privée vaut plus que la production de notre pays sur une année. Et le cœur du sujet, en fait, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que si on veut vraiment regarder pourquoi Nvidia a flambé comme ça, eh ben si on s'intéresse à ça, on s'aperçoit qu'il y a une raison presque mécanique. Et c'est ce qu'on appelle les scaling laws des grands modèles de langage, les fameux LLM, ce qui est derrière ChatGPT. En fait, il y a une loi empirique qui a été définie et qui se vérifie, que je vais vous expliquer dans un instant, et on va voir qu'il y a un lien de causalité directe entre cette scaling law, ces scaling laws plus exactement, et la croissance d'NVIDIA, de son chiffre d'affaires et donc de son cours en bourse. Et on va se poser la question, est-ce que ces scaling laws vont continuer, et est-ce qu'il y a un risque éventuellement qu'elles arrêtent de se vérifier? Alors c'est quoi les scaling laws? En fait c'est hyper simple. On s'est aperçu que pour améliorer la performance des grands modèles de langage, il suffisait, entre guillemets, d'augmenter leur taille. C'est ce qu'on appelle les paramètres. En fait, les paramètres d'un LLM, là je vais avoir quelques petits points techniques dans cette vidéo, mais c'est vraiment nécessaire pour vous expliquer les fondamentaux qui peuvent ensuite expliquer ce qui se passe avec Nvidia. Les paramètres des grands modèles de langage, c'est, si vous voulez, les connexions qu'il y a dans le réseau de neurones. Donc on pourrait schématiquement dire, c'est un peu comme les synapses de notre cerveau. Et donc on s'est tout simplement aperçu que plus on mettait de paramètres, donc plus on avait de connexions dans le réseau de neurones, plus il était performant. Un exemple tout simple, GPT-3 et GPT-4, si vous faites des tests avec ChatGPT-3 ou ChatGPT-4, vous allez voir une grande différence de qualité de réponse. GPT-4 est bien meilleur. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que c'est des nouvelles techniques? Est-ce que c'est des nouveaux algos? Non, c'est juste un modèle beaucoup plus gros. On a fait en fait x10 sur le nombre de paramètres entre GPT-3 et GPT-4, et les gains ont été spectaculaires. En fait, on pouvait un petit peu dire que GPT-3, il pouvait avoir un niveau, entre guillemets, de lycéen, là où GPT-4 avait un niveau d'un master par rapport à une comparaison, si on veut simplifier. Donc il y avait vraiment un gap énorme dans la qualité des réponses, et la seule chose qui a changé, c'est qu'on a multiplié par 10 la taille du modèle. C'est ça, en fait, qui a amené Nvidia au sommet actuel. Plus de paramètres, ça veut dire plus de compute. Plus de compute, ça veut dire plus de GPU Nvidia, puisque ce sont les meilleurs GPU du marché à date pour faire tourner les modèles de langage. Et plus de GPU vendus, forcément, c'est beaucoup plus de revenus pour Nvidia, et même plus de bénéfices, puisque Nvidia a une marge colossale sur la vente de ces GPU. Ils ont une position quasi monopolistique. Et ça, c'est justement le moat de Nvidia. Le moat, j'en avais parlé dans la vidéo sur Apple dernièrement, c'est en français la douve qui protège le château fort des envahisseurs, et c'est l'avantage concurrentiel très difficile à casser d'une société. Et quand vous avez une société qui a un bon moat, en gros, elle est indétrônable, et c'est ça qui fait qu'elle est très fortement valorisée. Le moat d'Nvidia, il est là. Il est dans le fait qu'ils ont le meilleur GPU et qu'il faut toujours plus de GPU pour faire des modèles toujours plus puissants. La conséquence de tout ça, c'est que tous les grands acteurs, ils sont dans une course effrénée aux data centers de plus en plus gros, puisque pour stocker tout ça, il faut évidemment du mètre carré, et il faut des data centers de plus en plus gros pour héberger des tailles colossales de clusters pour faire tourner les gros modèles de langage. Donc OpenAI, Google, Meta, ils en sont arrivés à un point, là, en fin 2025, où on a des budgets de l'ordre de grandeur de 100 milliards
de dollars investis par an pour leur data center. Le projet le plus emblématique que j'ai voulu prendre comme exemple ici, c'est le projet Hyperion de Meta. Alors en fait, il y a Hyperion et il y a Prometheus, qui sont les deux méga data centers que Meta a lancés. Ils ont lancé ces projets de construction cette année, en 2025. C'est vraiment pharaonique. Là, vous avez en image de fond une visualisation qui représente la taille du data center Hyperion par rapport à Manhattan. Et ça recouvre les 2/3 de Manhattan quasiment, si ça avait été construit sur Manhattan. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de l'immensité de ce data center. Alors c'est devenu tellement énorme, les data centers dédiés à l'IA, que pour les mesurer maintenant, on parle carrément en gigawatts, qui est la puissance nécessaire pour les faire tourner. Et pour vous donner une idée, 1 gigawatt, c'est la puissance délivrée par un réacteur nucléaire. Voilà, juste pour vraiment voir de quoi on parle. Donc c'est l'échelle maintenant dans laquelle on parle, ces géants-là, ils parlent en gigawatts pour parler de la taille de leur data center. Les contrats se négocient en gigawatts. Et justement, le fameux data center Hyperion, Mark Zuckerberg dit qu'il va pouvoir monter, après plusieurs années, jusqu'à 5 gigawatts de puissance. Pour vous donner une idée, j'ai regardé, et le data center le plus gros du monde à date, fin 2025, c'est un data center de China Telecom en Chine, et il a une puissance de 0,15 gigawatts. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du saut d'échelle qu'on est en train de faire, mais c'est juste vraiment phénoménal. Microsoft, de son côté, il a signé un deal exclusif pour 20 ans sur Three Mile Island. C'est l'image de fond qu'on a derrière ici. C'est une centrale nucléaire aux États-Unis où d'ailleurs il y avait eu un accident. Il y avait eu un des deux réacteurs qui avait eu un accident, et il y a un autre réacteur qui n'a pas été endommagé. Et Microsoft a signé un contrat pour avoir toute la puissance délivrée par le data center de Three Mile Island pour ses data centers à lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, c'est l'énergie maintenant qui devient le véritable actif du futur. Et le corollaire derrière l'IA, c'est avant tout l'énergie, la capacité à produire la puissance électrique nécessaire pour faire tourner ces monstres de calcul. Alors du coup, il y a un truc intéressant à regarder. C'est que ça, c'est l'état des lieux à date. Mais ça change. Ou ça va changer probablement. Le moat d'NVIDIA est attaqué. Il y a deux attaques. La première, c'est que les rendements sont décroissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau faire grossir les modèles de plus en plus, on s'aperçoit que les gains ne sont plus proportionnels à la croissance du modèle. Pour le dire très simplement, entre GPT-3 et GPT-4, c'était flagrant. La qualité des réponses de GPT-4 était bien meilleure que celle de GPT-3 à énormément de niveaux. Mais la différence des qualités de réponse entre GPT-4 et GPT-5, elle est moins importante. C'est moins spectaculaire, pourtant on a fait énormément grossir le modèle. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ces fameuses scaling laws, plus vous faites grossir le modèle, plus la performance du modèle s'améliore, elles sont en train de s'essouffler un peu. C'est ce qu'on est en train d'observer. Et en plus, on pourrait aussi le dire d'une manière purement factuelle. Quand on regarde la taille du data center Hyperion, qui est similaire, grosso modo, pour schématiser, à la taille de Manhattan, on va pas pouvoir aller jusqu'à l'infini comme ça. On va pas non plus remplir la Terre de data center. Il y a bien un moment où on va arriver à des tailles tellement énormes, et c'est un peu le cas des projets qu'on a vus, qu'on pourra plus aller plus loin, matériellement, physiquement, et en termes de capacité énergétique. Quand on commence à parler d'1 gigawatt, donc l'équivalent de la puissance délivrée par un réacteur nucléaire pour un data center, on voit bien que si on n'a pas atteint la limite, on en est très proche. Et donc on commence à intégrer ce risque, les investisseurs commencent à intégrer ce risque, et c'est pour ça que notamment Nvidia, qui a publié des résultats excellents au dernier trimestre, son cours d'action n'a pas monté, il a même baissé un peu, et le signal peut-être le plus important à regarder, c'est ce que dit ce monsieur, Ilya Sutskever, qui est, si vous voulez, on peut dire quasiment le fondateur de la logique de ChatGPT. C'est lui, en fait, qui avait vu cette scaling law, c'est lui qui l'a conceptualisé, et c'est lui qui a vraiment incité OpenAI à l'époque, qui a convaincu Sam Altman qu'il fallait
beaucoup plus de capitaux pour faire grossir le cluster, pour faire grossir les modèles, et en faisant grossir les modèles, ils auraient une performance bien meilleure. Donc c'est vraiment lui le visionnaire derrière l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, des grands modèles de langage. Donc lui, sa parole, elle est très importante. Il a quitté OpenAI d'ailleurs en 2024, suite à des désaccords sur des problèmes de sécurité de l'IA, des désaccords avec Sam Altman qui étaient beaucoup plus orientés produit que sécurité, on va dire. Et il est parti et il a fondé sa propre société, SSI, où visiblement la rumeur dit qu'il travaillerait, lui, de son côté, à une super IA qui serait alignée. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, on pourrait en parler dans une vidéo annexe, mais c'est un projet vraiment énorme. Et d'ailleurs, rien que le fait qu'il ait fondé sa boîte sur son propre nom, il a levé 1 milliard quasiment tout de suite. Mais du coup, ce qui est très important de retenir dans le cadre de ce sujet, c'est que sa parole, elle fait vraiment autorité. Il a créé, entre guillemets, les scaling laws. C'est vraiment lui le visionnaire de tout ce qui s'est passé sur l'IA. Il avait raison. En faisant énormément grossir les modèles à l'époque, on a atteint des performances qui sont les performances des LLM d'aujourd'hui. Et donc, si lui, il dit « The age of scaling is over », ça c'est ce qu'il a dit dans une interview il y a un mois à peu près, il y a 2-3 semaines, bah, ça a énormément de poids, puisque lui, il est vraiment à l'intérieur. Il n'est pas juste un analyste, c'est vraiment un praticien, et quel praticien! Donc lui, il est en train de nous dire les gars, ça y est, on est arrivé au plafond de verre là. Et comme il voit les limites de l'intérieur, c'est ça qui a beaucoup d'importance. Et en fait, le cœur de son message, c'est qu'au stade où on est arrivé, la taille ne va plus monter, ça va plus servir à grand chose de faire grossir encore plus. Par contre, il va falloir maintenant se concentrer sur les nouvelles approches, voilà, des nouveaux algorithmes, probablement des nouvelles manières de faire. Et alors, ce qui est intéressant en tant qu'investisseur, c'est que, clairement, le marché, il n'a pas encore intégré ça. Hein. On est encore toujours à des valorisations énormes sur des sociétés comme Nvidia ou Broadcom, par exemple. Et donc, on est toujours dans ce paradigme où c'est le vendeur de GPU qui est roi. Bah, si on suit ce que nous dit Ilya Sutskever, bah, ça va pas durer. C'est clairement quelque chose qui va changer d'après lui. Ensuite, il y a une deuxième attaque, c'est que Nvidia est en train de perdre potentiellement son monopole. Google a commencé à vendre des processeurs custom qu'ils avaient fait en interne pour eux-mêmes, pour Google Cloud, qui s'appellent des TPU, c'est les Tensor Processor Unit, et ils ont notamment apparemment signé un contrat avec Meta qui donc arrête d'acheter des processeurs chez Nvidia pour cette commande, et achète les TPU de Google. C'est une alternative aux GPU d'NVIDIA, c'est pas du tout la même architecture. Là où les GPU d'NVIDIA, si vous voulez, leur particularité, c'est qu'ils sont capables de lancer énormément de calculs en parallèle, et donc ils sont très généralistes, ils peuvent faire énormément de choses extrêmement bien, extrêmement rapidement, en l'occurrence entraîner des modèles. Le TPU, lui, il est ultra spécifique, hein, il est spécialisé sur les réseaux de neurones, donc il ne peut faire que ça. Par contre, il le fait très bien, et en consommant moins d'énergie pour l'efficacité identique que les GPU d'NVIDIA. Donc techniquement, comme ils consomment moins d'énergie et comme on est dans des échelles phénoménales, comme on l'a vu au début de la vidéo, et ben forcément on gagne de l'argent si pour ce workload-là, je consomme moins d'énergie. Alors Nvidia n'est pas en reste, déjà on pourrait dire qu'il y a le processeur Nvidia, il y a la gamme de processeurs Nvidia, mais il y a aussi toute l'infrastructure du code autour, qui s'appelle CUDA, et bouger de Nvidia pour aller chez Google, ça sous-entend de ne plus utiliser CUDA, donc c'est très difficile pour les développeurs de changer d'architecture, parce que c'est très confortable, tous les outils CUDA, toutes les librairies de développement, sont parfaitement adaptés au processeur Nvidia. Et donc on a ce qu'on appelle un vendor locking, hein, c'est difficile de sortir de l'architecture Nvidia, même s'il y a une meilleure puce qui existe. Donc ça c'est une première protection. Et puis derrière, Nvidia n'est pas en reste bien sûr, il travaille toujours sur des nouvelles générations de puces. Celle qui va sortir après la Blackwell, c'est la Rubin, prévue pour a priori fin 2026. Et elle va encore améliorer Blackwell qui est tout juste arrivé hein, dans les premiers déploiements des gros clusters, mais elle fait encore x2, voire x3 sur les performances Blackwell. Donc ce sera intéressant de voir si ça suffit à limiter l'avancée de Google avec ses TPU sur ce sujet. Pour l'instant, Nvidia conserve quand même son moat, même si on voit quand même une menace de plus en plus importante. Mais même
si Nvidia reste le meilleur au niveau de ses GPU, il y a quand même ce fameux talon d'Achille, c'est la dépendance au scaling des modèles. Si jamais il n'y a plus besoin de faire grossir les modèles par rapport à l'état où on en est arrivé, eh ben, les ventes de GPU vont nécessairement chuter. Et là, on arrive vraiment au cœur du message que j'avais envie de partager avec vous sur cette chaîne. En tant qu'investisseur, j'ai du Nvidia dans mon portefeuille, qu'est-ce que je fais? Si je me projette sur les 2, 3, 4, 5 années à venir, est-ce que c'est pertinent de garder Nvidia ou pas? Donc évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est une réflexion ouverte, et on va regarder plusieurs options, dont certaines que je trouve vraiment très intéressantes et que je ne vois pas passer tellement dans la presse, dans ce que je lis, ou même dans les vidéos que je regarde également sur d'autres chaînes d'investissement. La première option, c'est tout simplement de rester sur Nvidia. Comme on l'a vu, ils ont quand même un moat extrêmement fort, ils ont Rubin qui va arriver, Blackwell qui n'est pas encore arrivé à son plein potentiel, ils ont tout l'écosystème CUDA, donc on peut tout à fait rester sur ce pari et considérer qu'Nvidia, de toute façon, est vraiment majeur dans cette révolution de l'IA, et même si ses revenus vont probablement baisser, ça va rester une entreprise incontournable de l'intelligence artificielle. Ce pari, il s'entend tout à fait. Le problème, c'est que la valorisation de la société est déjà extrêmement élevée. On a atteint les 5000 milliards, et donc ça nous place dans un niveau de risque quand même assez haut. Si jamais il y a une correction sur l'IA, c'est évident que Nvidia va perdre beaucoup de points, puisqu'elle est vraiment en front line sur cette thématique-là. Puis il y a cette fameuse dépendance aux scaling laws qu'on a vu. Si jamais les scaling laws sont arrivés en bout de course, bah là on peut être sûr et certain que les prochains résultats d'Nvidia vont baisser quand tous les data centers seront équipés. Donc ça c'est peut-être probablement d'ici 1 ou 2 ans, on verra. Il y aura probablement une chute des revenus, en tout cas on sera plus du tout au même niveau de croissance, ça c'est certain. Donc pour rester sur Nvidia, il faut vraiment avoir une conviction extrêmement forte. Par exemple, on pourrait avoir une conviction sur le fait que les GPU c'était son driver principal, mais que Nvidia investit aussi par exemple dans la robotique, dans la conduite autonome, dans tout son écosystème de développement associé à l'IA, dans Cosmos par exemple, son infrastructure pour entraîner des modèles dans le monde physique. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant. Le problème c'est que pour l'instant ce sont des sujets un petit peu très novateurs qui se traduisent pas encore dans les revenus, vraiment dans les rapports financiers de la boîte, mais on peut avoir une conviction là-dessus, et se dire que finalement Nvidia va devenir le Microsoft, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, et que donc c'est un pari sur l'avenir long terme qui fait sens. Ça peut tout à fait se défendre. Après il y a une autre option, un petit peu plus peut-être... je sais pas si on pourrait dire prudente, en tout cas un pas de côté. Et je trouve ça toujours très intéressant d'essayer de réfléchir à des pas de côté quand vous êtes dans de l'investissement long terme. Et là l'idée, c'est ce qu'on appelle le pick and shovel en investissement, ce serait de sortir justement de la ligne de front actuelle de l'IA, Nvidia, Google, AMD, on pourrait citer Broadcom aussi, qui est directement impacté par l'IA, donc sortir de ces lignes ou les réduire au strict minimum si vous les avez, et commencer à investir sur des sujets qui nous semblent beaucoup moins en risque et tout autant tractés par la dynamique sur l'intelligence artificielle, qui elle est là pour rester, ça c'est une certitude. Et l'idée c'est donc de parier sur l'infrastructure incontournable à la révolution de l'IA. Choisir des gagnants, quel que soit le vainqueur sur la course au GPU et la méthode d'entraînement des modèles. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 axes, et pour chacun de ces axes, on va voir une sélection d'actions qui me semble très intéressante. Le premier axe, c'est la mémoire, qu'on associe au GPU, donc je vais vous expliquer ça dans un instant. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui va concerner la production d'énergie et le refroidissement des data centers. Donc le premier axe, c'est la mémoire qu'on appelle HBM. Donc vous avez une illustration ici de la mémoire HBM de la société Micron. Spoiler, c'est l'action la plus intéressante à regarder sur ce sujet. Mais avant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le HBM. Donc le HBM, c'est en anglais le High Bandwidth Memory. Ce sont des chipsets de mémoire spécifiquement adaptés au GPU. Donc vous avez l'illustration en arrière-plan. C'est de la mémoire qu'on empile en 3D, donc c'est une petite pile de plaques de mémoire, si vous voulez, qu'on accole directement sur le GPU pour avoir une vitesse d'accès la plus rapide possible. Comparé à de la RAM, de la mémoire traditionnelle que vous avez dans un ordinateur,
La RAM, elle est accédée par le processeur par ce qu'on appelle un bus, un petit canal de communication. Et bien en fait, on veut tellement de performance pour l'IA que même ce petit canal de communication, en fait, il nous ralentit trop. Donc on veut que la mémoire soit accessible quasiment comme si elle était greffée au GPU. Donc c'est exactement ça la HBM, et c'est totalement nécessaire pour les architectures modernes d'IA. On multiplie par 10 la bande passante comparée à de la RAM classique, donc le gain il est phénoménal. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que toutes les générations de GPU, évidemment, elles embarquent de la HBM, et il y a de plus en plus de mémoire HBM, plus on avance dans les architectures de GPU. C'est ça qui est vachement intéressant, parce que tout ce qu'on fait avec les grands modèles de langage, en fait, c'est directement lié à la capacité en mémoire de ces modèles. C'est ce qu'on appelle en anglais memory bound. On est directement limité, si vous voulez, par la quantité de mémoire accessible par le GPU à un instant donné. Plus on va avoir de mémoire accessible et plus elle va être rapidement accédée par le GPU, plus le modèle va être performant. Et ça, en fait, ça va pas changer, et ça fait même que, finalement, le goulot d'étranglement, imaginons qu'on a tous les GPU qu'on voulait, et on s'aperçoit que ça sert plus à rien d'avoir plus de GPU, quelle va être la prochaine manière d'améliorer les choses, indépendamment des algorithmes? C'est augmenter la mémoire et augmenter sa vitesse d'accès. Et ça, c'est le HBM qui le fait. Alors Micron Technology, c'est la société directement liée au HBM, c'est le leader mondial de la mémoire HBM. Là, vous avez en arrière-plan son cours de bourse, on va le voir dans un instant un peu plus détaillé. C'est vraiment cette société-là qui est en train de bénéficier de toute cette tendance, et donc c'est ça qui est vachement intéressant. C'est un peu une manière un peu sécurisée. On se place juste derrière le GPU ou le TPU. Et en plus, on a une valorisation très intéressante pour Micron. Vous voyez, là je vais vous montrer le graphique en plus clair. La courbe du haut, c'est évidemment le cours du bourse. Alors en relatif par rapport au début de la période, on a un peu plus d'un an, on a presque 1 an et demi là sous les yeux. Et la courbe d'en dessous, c'est son PER, son Price Earning Ratio. Et vous voyez qu'il est à 27. Franchement, 27, c'est extrêmement raisonnable quand on considère le secteur des semi-conducteurs ou de l'intelligence artificielle. Nvidia est autour de multiples de 50, Broadcom est autour de multiples de 80, parfois même touche des sommets à 100 en PER. Là, on est entre guillemets que à 27, donc il y a encore une marge de sécurité, dirait Warren Buffett, assez intéressante. Et puis vous voyez la dynamique du cours, elle s'est vraiment envolée depuis le début de l'année 2025, depuis le printemps 2025. Le cours a pris une très très bonne trajectoire, donc ça peut être extrêmement intéressant de pivoter Nvidia ou une bonne partie de Nvidia sur Micron. Bien sûr, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, vous faites vos choix en âme et conscience, ce sont des pistes de réflexion que je vous donne ici. Et puis on a le dernier axe là de petits pas de côté que je trouve très intéressant également à regarder, c'est tout ce qui va concerner l'énergie et le refroidissement de nos fameux data centers. Alors il y a un terme technique encore ici, qu'on appelle le TDP, donc le Thermal Design Power, donc c'est la puissance à dissiper, donc si on veut schématiser, c'est la chaleur générée par les fameux processeurs, les fameux GPU notamment. Pour vous donner une idée un peu plus précise, le fameux Blackwell, donc la dernière génération des GPU d'NVIDIA, la plus puissante à date, elle délivre 1000 watts par puce. Et Robin, a priori, sera encore plus générateur de chaleur. Donc vous prenez un rack de 8 GPU, vous êtes à 8 kW de chaleur pure. Et le problème, évidemment, c'est que si vous laissez cette chaleur telle qu'elle, ça va détruire les composants, et puis ça marche plus. Donc il faut refroidir tout ça. Le problème, c'est que ces GPU sont tellement consommateurs d'énergie qu'ils chauffent de plus en plus, et ils chauffent tellement qu'on ne peut plus se contenter d'un climatiseur, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans les data centers, on envoie de l'air froid sur les machines pour les refroidir, ça ne suffit plus avec ce type de puce, tellement elle génère de chaleur. On est obligé de passer à une nouvelle technique, qui est le refroidissement liquide. Donc finalement, les data centers, c'est en train de devenir des mini-centrales électriques, et avec une vraie composante de refroidissement qui devient de plus en plus complexe. Par ailleurs, on a le même problème avec les TPU de Google. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez la logique, on essaie de se positionner à des endroits qui sont totalement corrélés au déploiement des data centers, mais qui ne vont pas être freinés
par un éventuel ralentissement de la scaling law. Une fois que les data centers sont construits, il faut qu'ils tournent, donc il faut de l'électricité pour les alimenter, il faut les refroidir, et il faudra toujours de la mémoire, puisque dans l'utilisation des grands modèles de langage, l'utilisation qu'on en fait quotidiennement tous et toutes, eh ben on a besoin de mémoire pour faire tourner ces machines. Donc c'est ça qui est très intéressant, et indépendamment des processeurs utilisés, ces contraintes restent les mêmes. Et donc là, on a vu qu'il y avait un goulot d'étranglement sur la mémoire, et bien là on voit que maintenant on a un goulot d'étranglement sur l'énergie. Alors là, il y a deux sociétés intéressantes à regarder. La première, peut-être la plus intéressante, c'est Vertiv. C'est le leader du refroidissement en data center. Et la seconde, c'est Eaton, distribution électrique, spécialisée notamment dans les infrastructures de type data center. Donc eux, ça va vraiment être des fournisseurs d'énergie pure. Et si vous combinez les deux, vous avez un truc assez intéressant. Ce qui est super aussi d'un point de vue investissement sur ces deux boîtes, c'est des très gros contrats sur du long terme. Donc vous avez une très très bonne visibilité sur ces types de sociétés. Quand vous êtes dans l'univers du data center, vous êtes sur des sujets industriels, hein, et donc c'est des contrats qui peuvent se négocier à 10 ans, à 5 ans, 10 ans, peut-être même 20 ans, avec Microsoft et sa centrale qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est très solide, et vous avez beaucoup de visibilité, donc ça peut même être vu comme un axe défensif, en fait, de venir sur ces deux actions. Alors plus en détail, Vertiv Holding, 66 de PER, donc vous voyez qu'il y a déjà eu une très belle envolée du cours, hein, donc je suis pas en train de vous faire un scoop en vous présentant ça, il y a déjà beaucoup d'investisseurs qui ont compris tout ça et qui se sont déjà positionnés, mais c'est intéressant parce que la tendance, on voit qu'elle est vraiment solide, hein. On a encore une fois 1 an et demi sous les yeux, il y a eu une petite correction qui a eu lieu en début d'année, mais elle s'est vite rattrapée. À partir de l'été, on a franchi une Golden Cross, et là on est dans une jolie tendance haussière, avec une petite correction aussi qui a eu lieu, bien sûr, il y a eu une correction assez généralisée en octobre-novembre, mais le titre est toujours dans une tendance haussière, avec un PER à 66, et comme on l'a vu, les raisons fondamentales sont assez intéressantes pour envisager cette société-là. Et la seconde, c'est donc Eaton. C'est moins flagrant cette fois-ci, sa tendance, elle est un petit peu plus volatile, mais PER bien plus faible, hein, on est à 34 de PER ici. Et ça peut être tout à fait intéressant au niveau production électricité de se positionner sur cette action-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie, en conclusion, si vous avez écouté jusque-là, déjà, merci, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis à partager la chaîne, hein, la chaîne a démarré récemment. J'avais envie quand même de vous dire d'où vient l'idée de cette vidéo. Eh ben, ça vient tout simplement de l'IA d'Anantis, l'application qu'on a développée, et qui est accessible gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2025. L'application sera payante à partir de 2026. Et je vous ai mis un petit extrait ici, un peu des entrailles du moteur IA d'Anantis. En fait, Anantis, c'est une app qui va vous permettre de suivre vos investissements en bourse avec une IA native et intégrée dans l'interface. C'est pas un chatbot, c'est vraiment l'IA qui est là un peu partout en arrière-plan pour vous aider. Et vous allez pouvoir bien sûr poser des questions à l'IA par rapport à votre portefeuille. C'est ça la grosse différence, c'est que nous, notre IA, elle va pas juste se contenter de répondre à des questions générales sur les news, elle va utiliser un contexte qui va vous être spécifique, toutes les actions que vous avez, leurs allocations, leurs performances, les indicateurs de marché qu'on collecte, etc., les news qu'on a collectées sur les actions que vous possédez, et on va vous faire une IA sur mesure. Et notamment, on pourra lui poser cette fameuse question « Fais un pas de côté sur mon portefeuille et dis-moi ce qui peut être intéressant à regarder. » Et bien c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est pas encore disponible dans l'interface gratuite en preview, et c'est exactement ce que je vous ai présenté dans cette vidéo que l'IA d'Anantis m'a dit. Vous avez un petit extrait du texte brut qu'elle a sorti. Sur cet écran, vous pourrez mettre pause et regarder, mais c'est exactement tout le sujet que j'ai développé là. Donc j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Vous voyez que même les actions suggérées ont été suggérées par l'IA. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'application Anantis, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est le dashboard d'accueil quand vous êtes connecté. Bon, c'est un compte de test, mais il y a un petit peu de données dedans. Et évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous voyez que vous avez même une notion de crédit d'IA qui est intégrée, et on offre gratuitement pour le lancement 50 crédits par mois à tous nos utilisateurs. Vous n'avez absolument rien à payer, vous n'avez même pas besoin de mettre de carte bleue pour vous inscrire. Il vous suffit d'un compte Google
vous vous connectez et vous pouvez commencer à saisir vos actions. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, on a quelques vidéos et on essaye d'en publier régulièrement. Et puis surtout, allez faire un tour sur anantis.com si vous voulez en savoir plus sur notre startup. Merci, à bientôt et investissez bien et avec précaution.